Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'entrée dans l'ère de l'économie de la connaissance explique le regain d'intérêt pour le capital humain et son rôle dans le développement. Ce capital humain, qui recouvre l'ensemble des connaissances, qualifications, compétences et caractéristiques individuelles qui facilitent la création du bien-être personnel, social et économique, selon définition de l'OCDE 2001, résulte des investissements réalisés sous forme de dépenses d'éducation, de formation, de soins médicaux, etc., comme indiquent successivement les initiateurs de la théorie du capital humain Theodor Schultz pour la perspective macroéconomique, 1956, 1960, 1961, d'une part, et Jacob Mincé, 1958, 1993, et Gary Becker, 1964, 1975, 2002, autre part, pour celle de la microéconomie portant sur le montant de la rémunération salariale. Schultz, 1950, page 11, cité par Charlotte Le Chapelain et Silver Mathéos, 2018, justifie le terme investissement en expliquant que ces dépenses ont pour effet d'améliorer les capacités productives des individus. C'est aujourd'hui une conception largement partagée comme le confirme l'OCDE dans sa définition fonctionnelle du capital humain en tant que bien immatériel qui peut faire progresser ou soutenir la productivité, l'innovation et l'employabilité, 2001. Fonctionnellement, dans la critique du modèle de croissance de type Harrod-Domar que Schultz formule très tôt, le capital humain est ce qui explique la part de la croissance inexpliquée par le travail physique et le capital matériel. Dans son article de 1961, Schultz affirme même que l'essentiel de la productivité totale des facteurs s'explique par l'éducation. Autrement dit, l'investissement dans la formation, l'apprentissage et plus généralement dans l'éducation joue le rôle plus déterminant, confère. T.W. Schultz, 1961. Jess Benhabib et Mark M. Spiegel, 1994, ont validé empiriquement la relation de détermination du taux de croissance de la productivité totale des facteurs par le niveau de stock de capital humain d'un pays. Les tests qu'ils ont appliqués à cette spécification indiquent un rôle positif pour le capital humain. 2 ans plus tôt, avec l'article de Mankiev, Romer et Veil, 1992, c'est le modèle néoclassique de Solow qui fait l'objet d'un amendement par l'intégration du capital humain dans la fonction de production. Toutefois, il semblerait, selon Marc Gurgan en 2000, que la corrélation entre éducation et croissance économique soit davantage une conviction logique qu'une relation parfaitement testée, car la productivité du capital humain est plus que celle d'un autre facteur sensible à l'environnement économique, page 72. Sans aller dans une analyse fine de type de formation et d'éducation, la relation capital humain-croissance économique est effectivement délicate à tester, dans la mesure où le facteur capital humain agrège l'éducation, l'apprentissage mis en relief par Kenneth Arrow, 1962, et la santé. Néanmoins, quelques études empiriques citées plus haut comme celle de Benhabib et Spiegel, 1994, ou plus récentes comme celle de Gérard Chouassi 2016 et de Meloul et Amara, 2016, ont pu mettre en évidence la corrélation positive entre capital humain et croissance économique. Meloul et Amara, qui ont distingué les différentes variables du capital humain, dépenses d'éducation, dépenses de santé, espérance de vie, arrivent à la conclusion selon laquelle il existe une corrélation positive entre les variables du capital humain et la croissance économique. Aussi, par conviction soutenue par des études empiriques validées, le projet pour le capital humain de la Banque mondiale, qui calcule depuis 2018 un indice de capital humain par pays, voire encadré, apparaît pertinent. Son objectif est d'accélérer la réalisation d'investissements nombreux et de qualité dans les populations, et de favoriser ainsi l'équité et la croissance économique. C'est aussi pour faire face aux défis que représente la concurrence à l'échelle mondiale, que les économies en développement et émergentes, ont adopté dans ce contexte des politiques publiques spécifiques en matière d'enseignement et de formation favorisant l'accumulation du capital humain. Le nouvel indice du capital humain de la Banque mondiale. Les insuffisances du PIB par habitant pour apprécier les performances d'une économie ont donné lieu au développement de différents indicateurs portant sur des aspects qui ne se réduisent pas aux seules données économiques, production, consommation, revenus.
C'est notamment le cas avec l'indice de développement humain IDH du PNUD qui fait la synthèse des indices de niveau de vie, de santé et d'éducation, ou l'indice du bonheur mondial calculé par l'ONU synthétisant 5 facteurs A, paix et sécurité, B, liberté, démocratie, droit de la personne humaine, C, qualité de la vie, D, recherche, formation, information, communication, culture, E, les bonnes et les mauvaises nouvelles. Récemment, en 2018, la Banque mondiale a créé l'indice du capital humain. Calculé actuellement pour 157 pays sur 189 pour le PIB, il a pour objet de mesurer les pertes de productivité économique subies par les pays qui sous-investissent dans leur population. Le nouvel indice de la Banque mondiale cherche à mesurer l'investissement des pays dans le capital humain, qui se définit comme étant l'ensemble des connaissances, des compétences et des conditions de santé que les personnes acquièrent au cours de leur vie. Les facteurs constitutifs sont la survie. Un enfant né aujourd'hui atteindra-t-il l'âge d'aller à l'école? La scolarité. Quelle sera la durée de sa scolarité et quels seront ses acquis? La santé. Cet enfant sortira-t-il du système scolaire en bonne santé, prêt à poursuivre ses études ou à entrer sur le marché du travail à l'âge adulte? Cet indice estime le niveau de capital humain qu'un enfant né aujourd'hui pourrait atteindre d'ici ses 18 ans, compte tenu des investissements dans la santé et l'éducation réalisés par son pays. Plus précisément, il mesure la distance qui sépare un pays d'une situation optimale de scolarisation et de santé. Il varie de 0, moins bonne note, à 1, meilleure note. Par exemple, un indice de 0,5 indique que, dans ce pays, un enfant ne réalisera en moyenne que 50% de son potentiel, par rapport à ce qui aurait été possible s'il avait bénéficié de conditions de santé optimales et d'une scolarisation complète et de qualité. Cf http://www.globeco.fr indice-bonheur-mondial-bonheur-mondial-edition-2018. World Bank. 2018. The Human Capital Project. World Bank, Washington, D.C. Copyright World Bank. https://opennowledge.worldbank.org/handle/109886/3048. License CC BY 3.0 IGO. L'objet de cette introduction est de présenter, de manière synthétique dans une première section, les fondements théoriques et quelques références aux travaux de validation empirique de ces politiques, puis, dans une deuxième section, les spécificités des pays africains et plus particulièrement ceux du Maghreb, et dans la troisième section, les principales contributions des différents chapitres et comment celles-ci s'intègrent dans la thématique de cet ouvrage. 1. Capital humain et croissance économique, de la théorie aux faits empiriques. Les nouvelles théories de la croissance auxquelles sont associés les travaux de P. Romer, 1986, 1987, 1990, R. Lucas, 1988, G. Grossman et E. Helpman, 1991, ph. Aguillon et P. Howitt, 1992, 1998a, 1998b, R. Barrault et X. Salahi Martin, 1996, et les analyses empiriques auxquelles elles ont donné lieu, cf. Notamment l'étude de Robert Barrault de 1988 pour le NBER publiée en 1990, permettent d'affirmer que le capital humain joue un rôle majeur dans les dynamiques de développement et de croissance. Ce rôle est encore plus net aujourd'hui dans les E2. En particulier, le rôle du capital humain du point de vue du commerce international est relié à la question des transferts de technologie, Guillon et Amami, 2003, et de la capacité des E2 à absorber la technologie importée, aux activités de R&D et à leur valorisation industrielle, à l'attractivité des territoires en matière d'investissement direct étranger, ID, à la diversification des économies, Ben Hamouda et Ali, 2007. Guillon et Amami, 2003, font d'ailleurs, en conclusion de leur article consacré au transfert de connaissances et à la productivité du travail dans les activités de service dans les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée, qu'un capital humain suffisamment important est nécessaire pour l'adaptation et l'assimilation des technologies importées, car sans qualification de la main-d'œuvre, les externalités positives de ce transfert de technologie seront très limitées. Anatoly Mariamvouna, 1999.
à partir de la revue de la littérature de travaux théoriques présentée dans sa thèse de doctorat, arrive à la conclusion selon laquelle le capital humain joue un rôle central dans la croissance des pays qui participent à l'échange international, par le biais de la recherche-développement qui crée une dynamique de l'avantage comparatif. Le rôle du capital humain est également crucial du point de vue de la place des E2 dans les chaînes de valeur mondiales, au travers des besoins de capital humain et de l'organisation du travail des entreprises insérées dans le commerce international, ou encore des problématiques de migrations internationales des cerveaux. Le rapport sur le commerce mondial 2017 de l'OMC portant sur le thème « Commerce, technologie et emploi » OMC 2017 a rappelé que, comme le changement technologique, le commerce a une incidence sur la productivité et le bien-être. L'ouverture au commerce permet d'allouer les ressources aux activités les plus productives et accroît le bien-être d'un pays, mais les gains d'efficience en résultant obligent aussi les travailleurs à s'adapter. Cette dernière idée est au cœur du livre copublié par le BIT et l'OMC, 2018, dont les auteurs affirment en titre de leur résumé analytique que le développement des compétences est la clé d'un commerce plus inclusif. Le capital humain, qui dépend partiellement mais largement de ses compétences, est présenté comme l'un des principaux catalyseurs de la croissance du commerce et de la diversification économique. Les auteurs mettent en relief le fait que les données empiriques analysées confirment que le commerce entraîne une amélioration des compétences dans les économies développées, comme dans les économies en développement. Pour se limiter aux seules économies en développement et émergentes, on peut avancer le commerce accroît la demande de compétences et d'une main-d'œuvre qualifiée dans ces E2. D'où la nécessité de politiques nationales publiques, permettant aux travailleurs de s'adapter aux changements induits par une allocation des ressources aux activités les plus productives et par la diffusion des technologies importées, importation de biens d'équipement, d'intrants intermédiaires et de savoir-faire. Par ailleurs, les évolutions technologiques récentes, intelligence artificielle, impression 3D, blockchains, devraient fortement modifier les avantages comparatifs et les domaines de spécialisation des économies, rendant la capacité d'adaptation des E2 encore plus dépendante de leur capital humain et de leur politique éducative et de formation. En vue de réduire le coût de la réaffectation des ressources engendrées par le changement technologique et l'accroissement de la concurrence internationale, les E2 sont amenés à adopter des politiques d'ajustement relatives aussi bien au marché du travail qu'à l'éducation et la formation, Kim, 2018. L'éducation peut jouer un rôle déterminant dans ce processus d'ajustement au changement, car la compétitivité des nations se joue aujourd'hui au niveau du capital humain. De nombreux travaux théoriques et empiriques ont mis en relief le lien entre capital humain et le niveau de productivité d'un pays, et ont démontré l'impact de ce capital sur la spécialisation des pays. Aussi, les enquêtes internationales ont mis l'accent sur la contribution de l'éducation à la croissance, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif, Lucas, 1988, Romer, 1994, Altinock, 2006. Dans la même optique, l'expérience des pays asiatiques rappelle que l'investissement dans le capital humain, l'éducation et la recherche-développement favorise une dynamique induisant des avantages comparatifs dans les échanges internationaux. L'expérience du Japon et de la Corée du Sud a bien montré le rôle déterminant du capital humain dans la croissance économique, qu'un taux de scolarisation élevé et une formation économiquement adaptée contribuent fortement à l'élévation du niveau de productivité et au développement de la capacité de la main-d'œuvre. CEA 2003. En définitive, les défis imposés par la compétition à l'échelle mondiale, l'insertion dans les chaînes de valeur globales et l'adaptation aux changements technologiques ne peuvent être relevés par les E2 sans les politiques publiques nationales priorisant la valorisation et le renforcement du capital humain. 2. Les impératifs des politiques publiques de formation du capital humain dans les économies africaines ouvertes. L'objet de cet ouvrage est d'examiner d'une part, la relation entre système d'éducation, capital humain, croissance économique dans les E2 et d'autre part, l'insertion de l'Afrique du Nord, en particulier dans les chaînes de valeur notamment l'attractivité des pays de la zone OSID. Le postulat est simple. L'éducation est partie intégrante des politiques d'attractivité et doit être considérée comme telle.
En particulier, la difficulté des certaines économies en développement à attirer l'épargne mondiale peut résider dans la dichotomie entre croissance et productivité, et donc dans le rôle du capital humain. Elle peut aussi résider dans la problématique de la stabilité politique, qui elle-même n'est pas indépendante de l'adéquation des systèmes d'éducation. L'intérêt porté à la nécessaire insertion des pays africains, et particulièrement maghrébins, dans les chaînes de valeur mondiales résulte du constat de la place périphérique de l'Afrique du Nord dans les réseaux de commerce international, au sens où cette place est largement en deçà des prédictions théoriques des modèles gravitaires qui constituent la littérature de référence. 3 types de causes peuvent expliquer cette place périphérique. A. La première cause réside dans les mutations de l'environnement global et en particulier, de la structure des chaînes de valeur. Après une crise financière de grande ampleur, le processus de globalisation s'essouffle. La structure des chaînes de valeur régionales et mondiales évolue, ce qui impose aux économies africaines de redéfinir leur positionnement. B. La seconde cause réside dans les mutations de l'environnement régional. Au cours de la dernière décennie, la perception par les observateurs internationaux de l'environnement des affaires et plus particulièrement du risque politique a fortement divergé pour les économies d'Afrique du Nord. Certains pays sont perçus comme inscrits dans une dynamique favorable, d'autres au contraire font l'objet de réappréciations de risques défavorables, avec des effets inévitablement importants sur les dynamiques d'investissement, de commerce extérieur et de croissance. C'est la dernière cause, enfin, réside dans les processus locaux de mutation de l'environnement institutionnel eux-mêmes. Les chapitres du présent ouvrage ont pour objet de prendre en compte dans leurs approches théoriques comme empiriques cette triple causalité, globale, régionale et locale de l'intégration commerciale relativement faible des économies nord-africaines et africaines en général. Il n'est d'ailleurs pas inintéressant d'observer qu'en dépit de cette faible intégration commerciale commune, les économies d'Afrique du Nord sont financièrement plus fortement intégrées entre elles qu'avec les économies avancées, résultat vraisemblablement du fait qu'elles sont appréhendées par les investisseurs comme une classe de risque homogène. Ce trait de comportement des investisseurs internationaux aboutit à former une communauté de destin dans les réponses aux chocs financiers internationaux entre des économies qui, en réalité, sont fortement hétérogènes comme nous venons l'illustrer. Cette communauté de destin doit être prise en compte et plaide clairement dans le sens d'un renforcement des processus d'intégration régionale, y compris à dimension monétaire. La signature de l'accord instituant la zone de libre-échange continentale africaine est une parfaite illustration de la dynamique actuelle du renforcement de l'intégration régionale continentale. Dans ce contexte, les communications présentées lors du colloque international de Rabat de novembre 2018, qui fait l'objet de cet ouvrage, établissent le constat d'un double bouleversement des cadres de référence, du point de vue de l'insertion de l'Afrique du Nord, en particulier dans les chaînes de valeur d'une part, comme vu précédemment, comme du point de vue de la relation entre éducation, capital humain et croissance dans ces économies d'autre part. Jean-Louis Refer fait ainsi observer que le fondement des politiques publiques d'éducation est toujours implicitement qu'une scolarisation plus longue exerce un effet favorable sur la croissance. Or il souligne que les économies d'Afrique du Nord sont confrontées à un surchômage structurel des diplômés de l'enseignement supérieur. Le contexte explique cette particularité. La structure démographique et la massification de l'enseignement supérieur font peser sur le système des contraintes extrêmement lourdes. Quoi qu'il en soit, ce surchômage des jeunes est une priorité absolue en matière de politique économique, la menace qu'il fait peser sur la stabilité politique, condition du développement, ne devant pas non plus être sous-estimée. Il apparaît de manière générale indispensable de prendre en compte ce bouleversement des cadres de référence dans la définition des politiques de formation de demain. Différentes pistes peuvent être envisagées de ce point de vue, en particulier la nécessité de décloisonner le général et le professionnel, pour ne pas rendre les parcours hermétiques, et toujours autant que possible associer les compétences relevant de l'employabilité et de l'adaptabilité à des milieux évolutifs. Les formations en alternance offrent ainsi la possibilité, quand elles bénéficient d'une forte attractivité, de sélectionner des étudiants dont les compétences répondent aux demandes du marché du travail et en même temps leur permettent de suivre des cursus universitaires exigeants.
3. Plan du livre. Le présent ouvrage comprend 7 chapitres. Les 3 premiers, après l'exposé des aspects théoriques, testent, via des modèles économétriques, les hypothèses issues des revues de la littérature. Les 3 suivants relèvent de démarches normatives portant sur le système d'enseignement au Maroc et sur la gestion du capital humain dans la finance. Le dernier chapitre est une réflexion sur la problématique de l'inclusion socio-économique. L'objet de cette section est de présenter plus succinctement les différentes contributions. Alastair Alinzato, auteur du premier chapitre, il fait remarquer qu'en effet, la littérature récente portant sur le sujet n'est pas unanime sur les approches retenues pour analyser cette relation. Certains travaux empiriques ont abouti à mettre en relief l'importance d'un minimum requis du capital humain nécessaire dans les pays d'accueil pour pouvoir influencer les politiques nationales d'attraction des IDE. A contrario, d'autres travaux considèrent qu'il faut d'abord concevoir une politique commerciale orientée vers l'ouverture pour assurer une attractivité des flux d'investissement sur le territoire national, afin de permettre des externalités positives et des effets d'entraînement sur plusieurs secteurs d'activité économique, et spécialement dans l'accumulation du capital humain des pays hôtes. Cette contribution empirique a été effectuée sur un échantillon de 35 pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure selon le dernier classement élaboré par la Banque mondiale 2018 et couvre la période allant de 1970 à 2015, données quinquennales. Le capital humain est mesuré par le nombre moyen du niveau d'années d'études de la population âgée de 15 ans et plus, alors que l'ouverture commerciale est approximée par l'indicateur du degré d'ouverture. L'estimation est effectuée à travers une modélisation économétrique en données de panels dynamiques, via la méthode des moments généralisés en système GMM, telle que développée par Bon et Blundell et qui permet de résoudre les problèmes d'endogénéité, de biais de simultanéité, de causalité inversée et de variables omises. Les principaux résultats obtenus montrent d'abord que l'ouverture et les flux des IDE entrants sont significativement et positivement corrélés avec la présence d'une variable interactive entre le capital humain et le degré d'ouverture. Ensuite, un effet positif et significatif de la population sur les flux entrants des IDE avec une politique publique convergente en matière d'éducation et d'ouverture commerciale. Enfin, Alastair Alinzato rend compte d'un effet positif et significatif du taux d'investissement sur l'attractivité des IDE, et un effet négatif, mais non significatif du PIB par habitant dans son modèle. Parmi les autres conclusions de cette contribution, les pays de l'échantillon devraient améliorer leur système éducatif en créant un environnement favorable à l'investissement et en adoptant des politiques publiques convergentes susceptibles de maintenir les étudiants de ces pays pendant une période plus longue dans l'enseignement et dans la vie éducative, afin d'améliorer à terme l'accumulation du capital humain. En parallèle à cela, une ouverture bien réfléchie de l'économie vis-à-vis du reste du monde est fortement recommandée tout en prenant en considération le niveau éducatif de la population locale. Le deuxième chapitre, proposé par Nabil Boubrahimi, Azzedine Gouffran et Hamid Fayou investigue les relations entre le commerce international et les innovations technologiques. En particulier, les auteurs analysent l'influence que les échanges entre économies de niveaux de développement différents ont sur les innovations technologiques des pays les moins développés. Ils examinent les mécanismes par lesquels la participation aux échanges internationaux
permet de modifier la trajectoire d'innovation technologique des pays en développement, notamment ceux de l'Afrique. Un panel ARDL, IE Autogressive Distributed Lag, des effets entre échanges commerciaux et innovations technologiques est estimé sur données des pays africains et de leurs plus gros partenaires commerciaux de niveau de développement plus élevé. Les résultats indiquent la présence de transferts technologiques par le commerce à court terme et une disparition de ces effets à long terme. Le niveau de capital humain et la capacité d'absorption technologique des économies africaines se présentent comme des variables critiques dans la jouissance des effets de diffusion technologique. L'étude, pour finir, suggère que pour bénéficier des gains du commerce international en matière de transfert technologique, les économies africaines doivent en même temps qu'ils améliorent leur capital humain et diversifier leurs partenaires commerciaux, commercer davantage avec des partenaires technologiquement plus proches d'eux. Le chapitre 3, dû à Leila Djebali et Kamal Oukassi, aborde la relation complexe, capital humain, ouverture et croissance économique, en l'appliquant au cas de l'économie algérienne selon une démarche peu éloignée de celle adoptée par Alastair Alinzato dans le chapitre 1. Les auteurs commencent par rappeler la conviction, signalée ci-dessus, dans cette introduction, selon laquelle le capital humain et l'ouverture économique jouent aujourd'hui un rôle important dans la croissance économique. Les auteurs rappellent encore que la littérature économique est très abondante sur la complémentarité entre ces deux facteurs, notamment depuis l'avènement de la théorie de croissance endogène, Romer, Grossman, Helpman, Barthélemy de Suvaroudakis. Ainsi, l'ouverture économique à travers l'importation des biens d'équipement et le transfert technologique peut exercer un effet sur la qualité du capital humain et qui conduira à améliorer la productivité. Après cet état de l'art, Djebali et Oukassi s'intéressent au cas de l'Algérie qui accorde une place importante à l'amélioration de la qualité du capital humain, à travers des investissements significatifs dans le système éducatif. Par ailleurs, les auteurs signalent que l'Algérie s'est engagée dans un processus de libéralisation de son économie à travers des accords de partenariat, accords d'association Algérie-UE, zone arabe de libre-échange, ZAL. Le travail empirique formalisé consiste alors à analyser l'interaction entre le capital humain, l'ouverture économique et la croissance économique. Cette interaction est étudiée à travers son impact sur la productivité totale des facteurs, en utilisant une approche économétrique basée sur un modèle vectoriel à correction d'erreurs, VECM. À cet effet, les auteurs ont sélectionné un certain nombre de variables pour l'estimation du modèle économétrique. Ces variables concernent la productivité totale des facteurs, le capital humain, l'ouverture économique, les investissements directs étrangers et les externalités internationales en recherche et développement, R&D. Le chapitre 4, proposé par Ryan Djellab et Nicolas Huchet, relève davantage de la perspective microéconomique ou plutôt gestionnaire de la ressource humaine dans les firmes par le biais de l'analyse de la responsabilité sociétale des entreprises, RSE, dans le secteur bancaire. Les auteurs rappellent que la RSE renvoie à la mise en place de bonnes pratiques au regard de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Dans sa dimension sociétale, la RSE est exercée en particulier auprès des ressources humaines et s'inscrit dans le cadre plus général des conditions de travail et des modalités du management. L'industrie bancaire est spécifique à cet égard, dans la mesure où les ressources humaines y représentent une partie conséquente des coûts de production et sont hautement qualifiées. Dans sa dimension environnementale, la RSE renvoie aux externalités de production. L'industrie bancaire se présente de nouveau comme un cas particulier, puisque sa RSE peut être étendue à la qualité des projets financés. Dans le cas du système de financement marocain, un premier scénario privilégie la substituabilité entre banques traditionnelles et non-banques au détriment des premières. Un scénario inclusif porteur de croissance fait apparaître au contraire une complémentarité entre les différents types d'acteurs. Si les banques supportent les coûts à court terme liés à la préservation et à la montée en qualification de leurs ressources humaines par des investissements en capital humain. Les chapitres 5 et 6, d'orientation plus normative que les travaux empiriques des chapitres précédents, sont spécifiquement consacrés aux faiblesses du système d'enseignement aussi bien fondamental que supérieur marocain. Wafa Akalouk,
dans le chapitre 5, expose les éléments explicatifs de la crise de l'enseignement au Maroc avec ses effets présentés comme un obstacle majeur à la compétitivité économique. Elle rappelle que le Maroc a pourtant réalisé des progrès économiques et sociaux significatifs depuis 2 décennies. Néanmoins, le modèle de développement adopté semble atteindre ses limites, comme en témoigne le ralentissement de la croissance économique, le tassement des gains de productivité et la crise persistante sur le marché de l'emploi. Parmi l'ensemble des leviers du développement à long terme, le capital humain au Maroc ne semble pas être privilégié. Le système éducatif marocain traverse en effet une crise de l'apprentissage, en étant confronté à la difficulté de transmettre les compétences de base à la majorité des élèves scolarisés. Ce déficit de capital humain constitue un obstacle majeur à la compétitivité et à la transformation structurelle de l'économie marocaine. La réforme de l'éducation apparaît dès lors comme l'une des priorités, mais ce vaste chantier revêt de multiples dimensions. C'est à l'enseignement des géosciences à l'université que s'intéresse Naïma Amoumi dans le chapitre 6 ayant pour titre « Capital humain en mal de compétences en géosciences ». Elle fait un constat peu différent de celui décrit dans le chapitre 5. Elle indique, en effet, qu'en termes de capital humain le Maroc ne cesse de reculer dans le classement international. Par ailleurs, malgré l'existence d'un capital naturel géologique inestimable, le système universitaire peine à former des cadres directement opérationnels et à jouer son rôle de levier pour le développement. Le chapitre est conçu comme un plaidoyer pour la sensibilisation à la nécessité et à l'urgence d'investir dans le capital humain et le développement de la recherche scientifique en géosciences. Le 7e et dernier chapitre aborde avec l'inclusion socio-économique un aspect essentiel des effets à attendre d'une politique publique d'éducation, de formation et d'enseignement dans les économies en développement et émergentes. Dans leur contribution ayant pour titre « Institutions, développement et croissance », Philippe Gilles et Youssouf Kokolou proposent une archéologie institutionnaliste qui pose l'inclusivité comme condition à la soutenabilité institutionnelle. Après avoir souligné le lien, inscrit dans l'histoire longue du capitalisme, entre la nature des institutions et le développement économique, dès lors qu'elles conditionnent les comportements et nourrissent les ambitions individuelles et collectives, les auteurs montrent la supériorité, en termes de croissance et de développement, des institutions inclusives comparativement aux institutions extractives au sein d'un capitalisme animé de destruction créatrice. Partant, cette efficacité est confortée dans le cadre de la soutenabilité, i.e. la viabilité à long terme des systèmes économiques et sociaux concernés, dans la mesure où l'inclusivité permet, par les biens publics et l'interventionnisme, notamment en faveur de l'accumulation du capital humain, la correction des inégalités et la lutte contre la pauvreté au sein d'un régime démocratique, car l'éducation est une condition sine qua non de la démocratie. Cécile Bastidon, Azzedine Gouffran, Nassim Oulman et Ahmed Silem. Référence. Aguillon PH et PO8, 1992, Model of Gross Recreative Destruction Econometritza 62, pp 323-351. Aguillon PH et PO8, 1998A, Endogénou Gross Theory, Mi-Press, Cambridge, Massachusetts. Aguillon PH et PO8, 1998B, Market Structure and the Gross Process, Review of Economic Dynamics, 1, pp 276-305. Altinock en 2006. Les sources de la qualité de l'éducation. Acte des 26e journées de l'Association d'économie sociale AES, Nancy, 7 et 8 septembre, sous la direction de Cécile Bourreau-Dubois et Bruno Jean-Didier, tome 2, L'Harmattan, Paris, pp 163 176. Amable B et Deguélec, 1992, Les théories de la croissance endogène, Revue d'économie politique, 102 3, pp 313 374. Amvouna Emma, 1999, Commerce international, Capital humain et croissance économique. L'expérience de la Corée, de la Malaisie et du Cameroun, thèse Université de Clermont, éditeur ANRT Grenoble, 304 pages. Arokaji, 1962. The Economic Implication of Learning by Doing, The Review of Economic Studies, volume 29, numéro 3 June, 1962, pp 155 à 173.
Artus P. 1993, Croissance endogène, Revue des modèles et tentatives de synthèse, Revue économique vol 44 numéro 2, mars pp 189 à 228. Baketa Monsieur, Greg C., Rubinova S. et Tumur Choudour Clock B. 2018, Investir dans les compétences pour promouvoir un commerce inclusif. Copublication du BIT et l'OMC, 2018, imprimé par le secrétariat de l'OMC, Suisse, 215 pages, https://www.wto.org/french/res-baf. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.